Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous recevons aujourd'hui Vincent De Wolf. Bonjour. Bonjour. Chef de groupe MR au Parlement bruxellois. Hier, c'était la dernière audition en commission SAMU Social, un travail qui a duré plusieurs mois. Alors, c'était un travail intéressant. Je vous propose de choisir. Petit A, intéressant. Petit B, décevant. Ou petit C, incomplet. Il aurait fallu continuer à travailler. Intéressant. Je Pourquoi ? considère intéressant. Intéressant parce que, bon, on n'est pas dans un monde parfait, on aurait toujours pu faire mieux et plus, mais honnêtement, étant vice-président de la commission, associé donc au groupe de travail, si vous voulez, au bureau de la commission, on a quand même pu auditionner un peu toutes les personnes qu'on a voulu auditionner. On a pris le temps, on a 500 pages d'audition. Je crois qu'on a pu bien cerner le problème. Est-ce que la problématique des jetons de présence, qui finalement avait déclenché toute cette histoire, elle a débouché sur quelque chose de plus vaste ? Alors, les jetons de présence sont un vrai scandale parce que, évidemment, ça a été payé au moyen de fonds privés. Donc, les personnes qui ont fait des dons pour les plus démunis ont dû constater que ça a servi en partie pour payer des jetons de présence, dont d'ailleurs il faudra voir judiciairement ou juridiquement s'ils étaient justifiés avec des vraies présences ou non. Il y a à cet égard-là des grosses questions qui se posent suite aux auditions, mais ça, chacun fera son travail à ce sujet-là. Ça a débouché sur quoi d'autre ? Mais pour nous, à l'évidence, une responsabilité grave du gouvernement. Déjà, Mme Uyttebroeck et Mme Groels, qui est quand même représentée dans le gouvernement aujourd'hui, avaient clairement dit que si des moyens de contrôle avaient été mis en place par le gouvernement, comme eux l'avaient demandé à l'époque, ministre en charge, et refusé tant à l'époque par M. Piquet d'abord et M. Vervoort ensuite, il n'y aurait pas eu de scandale du SAMU social, a-t-elle dit. C'est pire encore à l'époque Frémaux, ce gouvernement-ci, puisque Mme Frémaux avait demandé un contrat de gestion, avait demandé d'envoyer des administrateurs, des observateurs, et on a bien vu que des mails ont été échangés entre l'avocat du SAMU, le chef de cabinet de M. Vervoort, de façon à empêcher, à limiter les contrôles, à faire en sorte qu'on retarde l'envoi d'administrateurs au sein du SAMU, qu'on limite ça à l'époque hivernale, et donc les contrôles n'ont pas véritablement pu avoir lieu. Et hier, lors de l'audition de l'inspecteur général des finances, le poteau rose est assez fort établi, puisque, en résumé, il a dit que les normes de subventionnement n'étaient pas respectées, qu'il n'y avait pas d'arrêté de subventionnement. C'était un ordre du ministre, enfin du gouvernement, vers l'administration. Pas de normes d'encadrement, pas de barème, pas de possibilité véritable pour les contrôleurs de contrôler. Et donc, c'est vraiment, pour moi, la même chose que ce qui s'est passé dans la prise de possession de l'administration en urbanisme, en social et en économie. On met des camarades partout. Je rappelle que la SBL du SAMU social, ce n'était que des socialistes. C'est les socialistes qui devaient les contrôler et ils ne l'ont pas fait, et volontairement. Alors, tout le monde ne fait pas la même lecture que vous des éléments qui sont apparus en commission. Est-ce que vous estimez qu'il y a des preuves pour ces affirmations ? Ah ben oui, attendez, donc on a les mails qui ont été échangés entre l'avocat, entre le SAMU social et le chef de cabinet de M. Vervoort, dans lequel on a supprimé les clauses qui permettaient à l'époque d'avoir un contrôle plus étendu. Il n'y avait pas une volonté politique, par liaison de parti simplement, de contrôler le SAMU social qui était considéré comme une institution en soi qui était un peu hors norme, je dirais. C'est de la mauvaise gestion ou c'est une gestion frauduleuse ? Il y a eu des manquements au niveau du SAMU social, au niveau de la loi. On a vu que les marchés publics n'étaient pas respectés. Est-ce qu'ils pouvaient le faire ? Est-ce qu'ils ont essayé de le faire ? Ça, la justice éventuellement devra l'établir. Mais en tout cas, ils n'ont pas respecté les règles. Et donc, on est entre les deux. Mais en tout cas, il y a une faute politique, il y a une responsabilité politique. C'est le monde à l'envers. Ceux qui doivent contrôler l'argent qu'ils donnent ont empêché que les contrôles aient lieu. C'est ça le résumé. Ouais. Dans le rapport est attendu pour janvier, c'est ça ? Fin décembre ou début janvier, à mon avis, plus raisonnablement début janvier. Vous pensez qu'il sera adopté à l'unanimité ? J'en suis pas sûr. À vous entendre ? J'en suis pas sûr, parce que moi, je peux étayer par pièce ce que je vous dis. Je l'ai fait dans la commission.
Évidemment, d'autres ne lisent pas parce qu'ils ne veulent pas le comprendre de la même façon. Je pense que d'ailleurs l'audition de Mme Monkelings à cet égard était assez éclairante aussi, puisqu'on a quand même vu que certains mandataires du SAMU social versaient une quote-part de leur jeton de présence vers le Parti socialiste. Donc dire qu'on était au courant de rien, ça me paraît quand même difficile. Est-ce que vous allez venir avec des recommandations avec quel type de recommandations vous allez écoutez, pour une part, la réalité a dépassé la question de base, puisque ce ne sera plus une ASBL privée qui va gérer le SAMU social. Il va y avoir un contrôle direct, je dirais, par un organisme régional. Mais évidemment, les règles sont que quand on donne de l'argent public, il faut d'abord s'informer pour voir si ceux qui le reçoivent savent le gérer, et il faut avoir des plafonds, il faut avoir des forfaits. On n'avait même pas une norme d'encadrement. On savait combien normalement de gens devaient être encadrés en hiver. Dans les subventions, on ne disait même pas quel était le taux d'encadrement et le barème qu'on pouvait payer pour ceux qui encadraient. Donc, les recommandations sont pratiquement celles que l'inspecteur général des finances a exposées dans son rapport hier, dans son audition. Mais des recommandations qui vaudront pour le SAMU social ou ce qui en découle, ou pour toute autre forme d'ASBL à l'avenir. On a bien compris qu'il y avait du mou par rapport à ça et que avec 2,5 équivalents temps plein pour toute la région, en fait, l'inspecteur général a dit que les contrôles n'étaient tout simplement pas possibles à exécuter. Ils ont simplement contrôlé quoi? Que les subsides n'étaient pas dépassés. Et pour le reste, ils ont fait quelques petits coups de sonde sans véritable contrôle. Alors, il y a de nouveaux administrateurs qui ont été mis en place pour le SAMU social. On a annoncé le licenciement sans indemnité de Pascal Peretta. Est-ce que l'institution repart d'un bon pied pour vous? Écoutez, il faut tout d'abord tirer un coup de chapeau au personnel. Je veux dire que le personnel a évidemment très mal vécu tout ce scandale parce que le SAMU social a toujours été porté au nu, avec raison, parce que le travail qu'ils font est très très difficile. On a entendu la secrétaire générale du CPS de la ville qui a dit qu'elle avait visité les lieux, y compris de nuit, et qu'elle avait dû par moments sortir tellement c'était difficile à vivre sur le plan purement humain. Donc coup de chapeau pour ce personnel qui, je crois, est assez irremplaçable et assez unique sur Bruxelles. Donc je pense que le core business, il est là, la volonté de bien travailler est là. Il y avait des problèmes, on le sait, au niveau de la direction, indépendamment du fait qu'ils ont fait aussi dans le passé de bonnes choses, certainement, au niveau de l'aide aux plus démunis. Avec des nouveaux principes de transparence, une nouvelle gestion, des nouvelles règles et des nouvelles personnes, on doit y arriver. Il reste quand même une grosse dette vis-à-vis du CPS, notamment. Il reste une grosse dette vis-à-vis du CPS. On sait que là, il y avait visiblement des difficultés aussi, puisque le CPS versait des avances, envoyait du personnel, faisait des travaux, mettait la régie de travaux à disposition. Il facturait, donc ça c'est bien, mais ce n'était pas payé. Et donc il reste, je crois, 2,5 millions à peu près d'euros impayés. On espère qu'une nouvelle gestion du SAMU social, parce que c'était lié aussi, il faut le reconnaître, à une mauvaise gestion du gouvernement régional, bruxellois, qui versait toujours avec beaucoup de retard les subsides. Donc le personnel était payé, mais il ne savait pas payer l'ONSS, il ne savait pas payer le précompte professionnel, donc il y avait des intérêts de retard, des majorations. Ça, on peut, une fois qu'on a remboursé, vraiment faire disparaître ça. Mais il y a un gap de retard, donc on espère que le CPS sera remboursé, qu'il n'y ait pas alors d'autres défauts qui apparaissent. Alors si on regarde un peu en prospective, il y a un nouveau plan hiver qui va être mis en place. On voit que le fédéral, il va y avoir celui du fédéral et puis finalement celui de la région. On voit qu'il y avait un seul interlocuteur qui était le SAMU social, la communication ne passait pas toujours bien entre fédéral et région. Ici, comment ça va se passer ? Je pense qu'il faut poser la question au gouvernement. Nous, on a interpellé à cet égard en disant l'hiver est à la porte. Où en êtes-vous? Il faut une collaboration entre le fédéral et le régional. L'humain, c'est l'humain, quel que soit l'argent d'où il vient. Je dis, il y avait une expertise au sein du personnel du SAMU social qui ne doit pas être perdue. Ce n'est pas parce qu'on est parti de l'ASBL privé vers du public que ça doit moins bien fonctionner. Moi, je crois que la volonté politique est là. Personne n'a envie que ça se passe mal. Et donc, j'aimerais bien que le gouvernement soit clair sur la façon dont ça va se dérouler dans les prochains jours. Et du côté du MR au fédéral ? Du côté du MR au fédéral, on a toujours collaboré à l'époque avec le SAMU social. On a donné de l'argent. On continuera. Ça ne pose pas de difficulté, me semble-t-il. Alors, on en vient à la gouvernance plus largement. Il y a un accord au sein d'un groupe de travail qui a été mis en place au Parlement bruxellois il y a plusieurs mois, qui a abouti. Est-ce que vous en êtes satisfait ? Oui. Donc, je dirais qu'il y a deux textes
qui ont été adoptés tout d'abord en groupe de travail dans lequel j'ai participé, et puis après en commission. Donc les deux textes, c'est quoi? C'est d'une part, et ça c'est une révolution à Bruxelles, ça n'existait pas, c'est l'installation d'une commission de déontologie et de conflit d'intérêts. Ça veut dire que, sans vouloir tirer la couverture à nous, très réellement, c'est le texte déposé par l'EMR qui a servi de trame, il suffit de comparer les deux et vous verrez, de trame au texte qui a été adopté. C'est-à-dire qu'on crée une commission qui est composée d'anciens parlementaires, d'anciens mandataires, qui doivent avoir quitté depuis 5 ans la politique, et surtout d'anciens magistrats et d'anciens profs d'UNIF qui ont une compétence pour répondre à une question posée par un parlementaire. Même un citoyen peut interroger la commission, 30 parlementaires peuvent interroger la commission, on publie alors les avis qui sont donnés, il y a une compétence de sanction dans le chef de la commission, donc je crois que c'est un vrai outil préventif et curatif des conflits d'intérêts. Et Collot regrette qu'il y ait d'anciens mandataires politiques pour moitié dans cette commission. Eh bien, je trouve ça scandaleux. Je l'ai dit clairement lors de la réunion, être politique, ça n'est pas sale. Dans une démocratie, il y a des mandants, il y a des mandataires. Le jour où il n'y a plus de mandataires, il n'y a plus non plus d'exercice de la démocratie. Et je pense que la majorité des politiques sont correctes, et ce n'est pas parce qu'on a exercé dignement, correctement, bellement un mandat politique, qu'on l'a arrêté depuis 5 ans, qu'on ne peut pas alors, avec une voix prépondérante pour les magistrats et anciens profs d'UNIF, puisque le président ne sera pas un ancien politique, ça je l'ai proposé, ça a été adopté, je pense que c'est correct. Il faut quand même pouvoir demander à quelqu'un qui exerçait une fonction ou de parlementaire ou d'échevin de donner son avis sur une situation parce qu'il l'a vécu sur le terrain. Ça peut aider aussi et éclairer les anciens profs d'UNIF ou les anciens magistrats. Ça me paraît normal. Alors l'autre volet, c'est sur les rémunérations, la transparence. On sait que ce sera plafonné donc à 150% de la rémunération d'un député fédéral, mais les rémunérations pour les professions privées ne seront pas prises en compte là-dedans. Mais si. Mais si, elles sont prises en compte de deux façons. D'une part, il y aura une obligation... de les publier. Voilà, en 2018, de les publier tant pour les échevins, bourgmestres que parlementaires par la grille européenne avec donc des grilles de montant par mois. Ça commence par 500 € pour arriver à 10 000 € si j'ai bonne mémoire. Donc une obligation de transparence, y compris dans les rémunérations privées. Mais plus que ça, ceux qui exercent une fonction, que ce soit via une entreprise, que ce soit par une profession libérale, et qui sont, par exemple, ou bourgmestres échevins ou parlementaires, et qui prestent au profit d'un pouvoir public ou d'une institution qui est soumise à la loi sur les marchés publics, vont effectivement voir leur rémunération privée intégrée dans les 150% et diminuer avec une clé de répartition qui est dans le texte. Donc c'est bien prévu. Alors, rapidement, la ville de Bruxelles ouvre le 1er novembre un centre d'accueil pour les réfugiés. Ville de Bruxelles, l'EMR est dans la majorité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que depuis le début, vous dites on n'en veut pas, ça va faire un appel d'air, et là, l'EMR le fait. Eh bien, je ne l'aurais pas fait. Donc, je vous le dis clairement, il faut rappeler de qui et de quoi on parle. Non, mais est-ce que vous désavouez alors, Monsieur Courtois? Vous pouvez employer les mots que vous voulez. Je vous dis que moi, je ne l'aurais pas fait. Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur de l'avoir fait. Pourquoi? Parce que je n'ai évidemment aucune limite par rapport à l'aide sociale, psychologique, médicale pour ces personnes qui sont là. Il faut avoir un dispensaire qui existe d'ailleurs en partie, qui aurait pu être étendu si nécessité, bien sûr, pour qu'on puisse aider ces personnes. C'est normal. Un hébergement, c'est autre chose. Parce qu'à partir du moment où on crée un hébergement, pour plusieurs mois, de nuit, eh bien, il y a vraiment le risque d'un calébis. Il y a le risque que, avec les réseaux, on arrive, et on ne parle pas ici de personnes qui demandent de s'intégrer en Belgique, qui demandent l'asile ou qui veulent séjourner sur le territoire. On parle de personnes qui ne font pas de ce genre de demande, qui veulent donc partir ailleurs. Et là, il faut respecter la loi. Elle dit quoi, la loi? Si vous venez d'ailleurs, que vous ne voulez pas rester en Belgique, vous n'avez pas de titre de séjour, ou bien vous rentrez chez vous volontairement, ou bien vous rentrez chez vous de manière forcée. Donc, dès que vous faites une demande d'asile, il n'y a plus de souci, on suit la procédure, et vous ne pouvez pas être expulsé. Donc vous craignez l'appel d'air avec ce nouveau centre, comme vous l'avez dit auparavant? Je pense qu'il y a là un risque, effectivement, avec les réseaux de transport et d'acheminement de personnes. On connaît la situation économique qui existe dans le monde. Ce sont des gens qui essayent de passer en Angleterre et qui utilisent la Belgique comme lieu d'attente pour partir. Je ne pense pas qu'il fallait traiter ça comme ça. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, même heure, rendez-vous avec Jean-Jacques Deleu pour une nouvelle interview.